Ils allèrent au cimetière pour dire adieu à leur fils. Mais ce qu'ils y trouvèrent n'était pas un adieu, c'était un commencement qu'aucun des deux ne sut nommer. Que fait une inconnue en pleurant sur la tombe de mon fils? La voix d'Hélène Dubois coupa l'air comme quelque chose déguisé. Ce n'était pas un cri, c'était pire qu'un cri. C'était le ton de celle qui a le pouvoir de nommer les gens et de leur retirer ce nom dans la même phrase. Valentine se leva lentement. Elle serrait Sophie contre sa poitrine, et le bébé, qui avait dormi, ouvrit les yeux avec surprise. 2 ou 3 personnes qui visitaient des tombes voisines s'arrêtèrent. Ils ne dirent rien, se contentèrent de regarder. « Madame, je connaissais Romain », dit Valentine, et sa voix sortit plus petite qu'elle n'aurait voulu. « Tout le monde connaissait Romain », répondit Hélène, et les guillemets dans sa voix étaient cruels et précis. « Mon fils était un homme important. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un apparaît ici avec une histoire commode. » Ernest, debout derrière son épouse, ne dit rien, mais ses yeux parcoururent Valentine de haut en bas. Les vêtements simples, les chaussures usées, le bébé sans nom visible, et quelque chose dans son expression se referma comme une porte. Une dame âgée qui plaçait des fleurs sur une tombe voisine baissa la tête, mal à l'aise. Un homme d'âge moyen feignit de lire l'inscription d'une pierre tombale qu'il avait manifestement déjà lue. Personne n'intervint. Ce silence était leur façon de participer. « Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit », dit Valentine. Sa mâchoire tremblait, mais elle ne recula pas. « Je suis venu vous parler. Comment puis-je le faire à chaque fois que je le peux ?»« À chaque fois qu'elle le peut ?» répéta Hélène, comme si les mots étaient une confession de quelque chose de sale. « À quelle fréquence une inconnue vient-elle parler à mon fils mort ?» Sophie émit un son doux. Ce n'était pas un pleur. C'était ce murmure que font les bébés quand le monde autour d'eux monte en température. Valentine la cala contre son épaule d'un geste automatique, protecteur. Et dans ce mouvement, quelque chose traversa le visage d'Hélène, quelque chose qu'elle-même ne sut pas encore identifier. Elle l'ignore. « Madame, je vous demande de vous calmer », dit Valentine. Et cette phrase, prononcée sans agression et sans supplication, fut la plus courageuse qu'elle ait prononcée depuis longtemps. « Je ne suis pas ici pour vous causer de la peine. Je suis venue parce qu'il me manque, et parce qu'elle montra légèrement Sophie du menton. Elle aussi mérite de connaître cet endroit. » Ce fut alors qu'Hélène vit les yeux du bébé. Ce ne fut pas un instant dramatique, il n'y eut ni musique ni éclair. C'était juste que Sophie tourna la tête vers Hélène avec cette curiosité tranquille qu'ont les bébés de 8 mois. Et ses yeux, bleus, très bleus, d'un bleu spécifique qu'Hélène Dubois connaissait depuis 26 ans, restèrent fixés sur elle pendant une seconde. Hélène cligna des yeux. Ernest, qui était toujours silencieux, s'éclaircit la gorge et posa une main sur l'épaule de son épouse. « Allons-y, Hélène, nous n'avons rien à dire à cette jeune femme. » Et Hélène s'en alla. Mais elle tourna la tête une fois, une seule, avant de se perdre entre les allées du cimetière. Et Valentine le vit. Elle vit qu'Hélène regardait Sophie, pas elle. Valentine resta seule devant la tombe. Elle se rassit sur le petit banc de pierre qui se trouvait à côté de la pierre tombale, un banc que personne n'avait placé là officiellement, mais que quelqu'un avait laissé il y a longtemps, et qu'elle utilisait à chaque visite. Valentine Fournier avait 23 ans et vivait dans une chambre qu'elle louait chez Madame Colette, une femme de 60 ans qui acceptait les paiements en retard lorsque le mois était difficile et qui laissait parfois une soupe devant la porte sans rien dire. Elle était couturière à l'atelier L'Espoir, un petit local avec 3 machines et une odeur de tissu neuf, où elle travaillait 6 jours par semaine pour couvrir le loyer de la chambre, les couches de Sophie et un peu de nourriture. Romain Dubois était entré dans sa vie 18 mois auparavant par l'une de ces circonstances qui n'ont pas d'explication raisonnable. Il avait eu un pneu crevé à quelques mètres de l'atelier. Il était entré pour demander si quelqu'un pouvait l'aider à appeler un service de dépannage parce que son téléphone était à court de batterie, et Valentine lui avait prêté le sien sans hésiter. Il revint le lendemain pour le lui rendre avec des excuses et un café, puis revint sans aucune excuse. Pendant près de 8 mois, ils se virent en silence. Non pas le silence de ceux qui cachent quelque chose de honteux, mais le silence de ceux qui construisent quelque chose de fragile et ont peur de le nommer à voix haute, de peur qu'il ne se brise. Romain ne lui avait jamais menti sur qui il était. Elle savait que sa famille avait de l'argent. Elle savait qu'il vivait dans un autre monde, et il n'avait jamais feint que cette distance n'existait pas, mais il n'avait rien fait non plus pour la réduire. « Un jour, je te présenterai à ma famille », lui avait-il dit une fois, et Valentine sut au ton qu'un jour était une promesse qu'il ne savait pas lui-même s'il pourrait tenir. Non pas par manque d'amour. Ça, Valentine l'avait clair. Elle l'avait eu clair même dans les moments les plus difficiles, quand la solitude de porter une grossesse seule l'écrasait contre le lit à 3 heures du matin. Romain l'aimait,
Mais il avait peur de sa famille, et cette peur s'est avérée plus grande que lui. Quand Valentine était enceinte de 3 mois, Romain eut un accident de la route en rentrant d'un voyage d'affaires. Il mourut avant qu'elle ne puisse arriver à l'hôpital, avant que personne de sa famille ne sache que Valentine existait, avant qu'il n'ait trouvé le moment ou le courage de leur dire qu'il allait être père. Valentine n'alla pas aux funérailles, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle ne savait pas si elle en avait le droit. Elle n'avait pas de papier signé, pas de photos publiques, rien que le monde puisse voir et reconnaître. Elle n'avait que 8 mois de conversation, d'après-midi partagés, d'une petite vie grandissant en elle. Sophie naquit seule avec Madame Colette dans la salle d'attente de l'hôpital public Saint-Martin parce que c'était le plus proche et celui qui acceptait son assurance de base. Valentine la prit dans ses bras pour la première fois et la première chose qu'elle pensa avant de pleurer, avant toute chose, fut « Elle a ses yeux, les mêmes yeux bleus, le même bleu impossible d'un homme qui n'était plus là. » Des semaines après cette rencontre au cimetière, Valentine suivait sa routine avec la précision de celle qui ne peut se permettre de s'arrêter. Matin à l'atelier, après-midi avec Sophie, nuit à coudre des commandes supplémentaires sous la lampe de la chambre pendant que le bébé dormait. Madame Colette passait parfois la tête sous un prétexte, pour demander un peu de sel, pour savoir si Sophie avait bien mangé. Et Valentine savait que c'était sa façon de vérifier que tout allait bien. Un jour, en sortant de l'atelier, elle trouva une enveloppe pliée sous la porte de la chambre. Il n'y avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une carte avec le logo du groupe Dubois en relief et une seule ligne écrite à la main, d'une écriture serrée et verticale. « Nous devons parler. Si vous venez, venez seul. » Et en dessous, un numéro de téléphone. Valentine lut la carte 3 fois, puis la posa sur la table, alla vérifier Sophie qui dormait dans son berceau et resta assise au bord du lit, regardant le mur. Ce n'était pas l'écriture d'Ernest. Elle le sut sans savoir comment. C'était une écriture de femme. C'était l'écriture d'Hélène. La première chose qu'elle ressentit ne fut pas l'espoir, ce fut la peur. La même peur qu'elle avait ressentie au cimetière quand Hélène l'avait regardée comme si elle était une menace, comme si sa seule présence était une façon de voler quelque chose. La deuxième chose qu'elle ressentit un peu après fut quelque chose de plus difficile à nommer. Ce n'était pas de la bravoure exactement. C'était plutôt la lassitude de porter seule un secret, qui n'était pas seulement le sien. Sophie avait des grands-parents. Elle avait du sang. Elle avait une histoire que Valentine ne pouvait pas lui donner seule, peu importe à quel point elle l'aimait. Elle prit le téléphone, composa le numéro, cela sonna 2 fois. « Allô ?» répondit une voix que Valentine reconnut immédiatement. « C'est Valentine », dit-elle, et elle se força à ne pas baisser le volume. « J'ai reçu votre carte. » Il y eut une brève pause à l'autre bout. Puis Hélène Dubois dit quelque chose que Valentine n'attendait pas. Ce n'était pas une question sur Romain. Ce n'était pas une accusation. C'était une seule phrase prononcée à voix basse, presque pour elle-même. « Comment s'appelle la petite ?» Valentine ferma les yeux. « Sophie » répondit-elle. « Elle s'appelle Sophie. » Un autre silence. Et dans ce silence, quelque chose bougea. Pas encore entre les 2 femmes, mais à l'intérieur de chacune séparément. Quelque chose qu'aucune ne pouvait encore nommer, mais que les 2 ressentirent en même temps, comme lorsque la pression de l'air change avant l'arrivée de la pluie. « Venez demain » dit finalement Hélène. « À 10 heures, seul comme je vous l'ai demandé. » L'appel se termina. Valentine posa le téléphone sur la table, alla jusqu'au berceau de Sophie et la regarda dormir. Le bébé avait les poings serrés de chaque côté de sa tête, la bouche légèrement ouverte, les paupières immobiles, bleues en dessous, bien que fermées. Valentine pensa à Romain, pensa à ce qu'il aurait dit à ce moment-là. S'il avait été là, s'il n'avait pas eu peur, si le temps avait suffi. Et elle pensa que être, d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre, le temps était en train de rattraper son retard maintenant, tard, mais rattrapant son retard. La maison des Dubois n'était pas ce que Valentine avait imaginé. Elle avait imaginé des grilles en fer forgées, être un jardin exagéré, une sorte d'entrée qui dirait à voix haute « Ici vivent des gens qui valent plus que vous ». Mais l'adresse qu'Hélène avait envoyée par message la mena à un quartier résidentiel tranquille, avec de grands arbres qui couvraient le trottoir et des maisons grandes sans avoir besoin de crier. C'était pire d'une certaine manière. C'était le genre de richesse qui n'a pas besoin de faire d'efforts. Valentine arriva avec Sophie dans les bras car elle n'avait pas pu la laisser avec Madame Colette. La dame avait une consultation médicale tôt et ne reviendrait pas avant midi. Elle avait pensé appeler Hélène pour changer le rendez-vous, mais l'idée de le changer signifiait devoir expliquer pourquoi. Et expliquer pourquoi signifiait commencer à demander la permission pour des choses qui ne devraient pas nécessiter de permission. Elle alla donc avec le bébé, sans prévenir. L'employé qui ouvrit le portail, une femme d'une 50aine d'années avec un tablier blanc et une expression professionnelle,
regarda Sophie avec une surprise qui dura exactement 1 seconde avant d'être contenue. « Madame l'attend dans le salon », dit-elle, et ouvrit la porte sans plus de commentaires. Hélène était assise dans un fauteuil, dos à la fenêtre. Ernest n'était pas là. Le salon avait le silence spécifique des maisons où il n'y a plus d'enfants. Un silence qui n'est pas la paix, c'est l'absence. Lorsque Hélène vit le bébé dans les bras de Valentine, son visage fit quelque chose de difficile à décrire. Ce ne fut pas de la tendresse, ce ne fut pas de la colère. Ce fut le visage de quelqu'un qui voit quelque chose qu'elle espérait ne pas voir, et qui, en même temps, ne peut s'empêcher de regarder. La conversation commença comme un interrogatoire. Hélène posa des questions directes avec la précision de quelqu'un qui avait passé la nuit à préparer une liste. Quand avait-elle rencontré Romain? Où se voyait-il? S'il y avait d'autres personnes au courant de la relation? Si elle avait un document, une photographie, une preuve que ce qu'elle disait était vrai. Valentine répondit à tout, sans drame, sans pleurs, sans la nécessité de convaincre. Elle avait des photographies sur son téléphone portable, pas beaucoup, car Romain permettait rarement les photos, et elle avait accepté cela sans trop le remettre en question à ce moment-là. Elle avait des messages vocaux enregistrés dans un dossier qu'elle n'avait pas pu supprimer. Elle avait une veste à lui qui était restée oubliée à l'atelier un après-midi de pluie, et qu'elle gardait toujours pliée dans un sac au fond du placard, parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Hélène regarda les photographies, sans toucher le téléphone portable de Valentine. Elle ne fit que regarder avec des yeux qui ne clignaient pas plus que nécessaire. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu aux funérailles ?» demanda-t-elle soudainement. Et là, elle y était. La question à laquelle Valentine avait répété la réponse de 100 façons différentes, et qui, au moment où elle arriva, la laissa sans aucune, car elle ne savait pas si elle en avait le droit, dit-elle finalement. Hélène serra les lèvres. « Et maintenant, vous croyez avoir le droit ?»« Maintenant, je ne viens pas pour moi, » répondit Valentine, et elle inclina légèrement le menton vers Sophie, qui était assise sur ses genoux, examinant ses propres doigts avec le sérieux de celle qui résout un problème complexe. « Je viens pour elle. » Ce fut à ce moment-là que Sophie leva le visage et regarda directement Hélène et sourit. Ce n'était pas un sourire social de ceux que les bébés apprennent à faire pour plaire. C'était le sourire spontané, sans intention, qui apparaît quand quelque chose dans le monde semble soudainement familier. Hélène reçut ce sourire comme on reçoit un coup doux au centre de la poitrine, quelque chose qui ne fait pas mal, mais qui coupe le souffle un instant. Sa main s'avança légèrement comme par instinct. Puis elle s'arrêta. Valentine vit tout cela et ne dit rien. La réunion se termina sans conclusion. Hélène dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle dit qu'Ernest ne savait pas qu'elle avait envoyé le message. Et dans cette phrase, il y avait quelque chose que Valentine ne sut pas encore interpréter, si c'était une confession ou un avertissement. Elle dit qu'elle reprendrait contact. Valentine sortit de la maison avec Sophie dans les bras, descendit le trottoir sous les grands arbres et seulement lorsqu'elle tourna le coin et eut la certitude que personne ne pouvait la voir, elle s'appuya contre le mur et resta un instant les yeux fermés. Sophie posa sa main sur la joue de sa maman. Un toucher sans coordination parfaite, la main ouverte, la paume chaude. Valentine ouvrit les yeux et regarda sa fille. « Je sais », murmura-t-elle. « Je sais. Yes, in F, alima, nos, imma. » 3 jours passèrent sans aucune nouvelle. À l'atelier, Valentine cousit 42 robes pour une commande destinée à un magasin appelé Nouveautés Célestes. 42 robes pour enfants avec des boutons pression dans le dos qui devaient être alignés à la main parce que la machine ne prenait pas bien le tissu sous cet angle. C'était un travail qui exigeait une attention totale, et elle en fut reconnaissante. L'attention totale ne laissait aucune place au reste. La 3e nuit, après que Sophie se fut endormie, Valentine ouvrit le sac au fond du placard et en sortit la veste de Romain. C'était une veste simple, en lin gris, sans rien de spécial qui la rende chère au premier abord. Mais elle avait une poche intérieure où il rangeait habituellement un petit carnet. Il avait l'habitude de noter des choses à la main, des mots isolés, des listes, parfois des croquis, sans forme définie, qu'il disait être des idées, mais qui ressemblaient plus à des sentiments qu'il ne savait pas exprimer autrement. Valentine avait rangé la veste sans vérifier les poches. Elle n'avait pas eu le courage avant. Elle passa la main dans la poche intérieure et trouva le carnet. Elle le tint un long moment sans l'ouvrir, puis l'ouvrit. La plupart des notes étaient ceux à quoi elle s'attendait. Des mots techniques, des noms de lieux, des numéros qui n'avaient pas de contexte en dehors de sa tête. Mais sur la dernière page utilisée, il y avait quelque chose de différent. C'était une liste avec un titre. Le titre disait « Choses que je dois faire ». Le premier point de la liste était « Parler à papa et maman de Valentine ». C'était son écriture inimitable, grande,
légèrement incliné vers la droite, avec le V de Valentine plus marqué que le reste, comme si la main avait pressé le crayon plus fort. Valentine plia lentement le carnet, le remit dans la poche de la veste, rangea la veste dans le sac. Elle ne pleura pas. Elle resta assise au bord du lit, les mains sur les genoux. Et le silence de la chambre la nuit était du genre qui ne pèse pas. C'est le silence quand une chose trouve enfin sa place, même si cette place fait mal. Il avait voulu parler, il n'avait pas eu le temps. Cette différence importait. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle importait. Le 4e jour, le téléphone sonna. Ce n'était pas Hélène. C'était une voix masculine formelle qui s'identifia comme Maître Leclerc du cabinet juridique Leclerc et Associés. « Mademoiselle Fournier, je vous contacte de la part de la famille Dubois », dit l'homme d'un ton qui lisait un texte préparé. « La famille a pris connaissance de votre visite à Madame Hélène Dubois et souhaite clarifier sa position avant que cela n'aille plus loin. » « Avant que quoi n'aille plus loin ?» demanda Valentine. « Toute réclamation de paternité, d'héritage ou de lien familial », dit Maître Leclerc, et chaque mot était placé avec une précision chirurgicale. « La famille Dubois regrette la perte de M. Romain, mais ne peut permettre que des personnes sans lien légal prouvé utilisent une situation de deuil pour obtenir des avantages. » Valentine resta silencieuse une seconde. « Je ne suis pas venue chercher d'avantages, » dit-elle. « C'est ce que vous dites, » répondit Leclerc sans altérer son ton. « Mais la famille a besoin de se protéger. Je vous recommande de ne plus contacter Madame Hélène, de ne pas retourner au domicile familial et si vous avez une réclamation légitime, de la présenter par les canaux appropriés. Autrement, nous pourrions être contraints de prendre des mesures légales pour harcèlement. » Le mot « harcèlement » tomba dans l'air comme quelque chose de lourd. « Harcèlement » répéta Valentine. « Se présenter sans préavis avec un bébé, Mademoiselle Fournier, dit Leclerc, avec quelque chose qui n'était pas de la cruauté, mais pire. C'était de l'indifférence technique. Ce n'est pas la meilleure façon de générer la confiance. L'appel se termina. Valentine resta le téléphone à la main, debout au milieu de la chambre. Du berceau, Sophie la regardait avec cette attention tranquille qu'ont les bébés quand ils perçoivent que l'adulte devant eux traverse quelque chose qu'ils ne comprennent pas mais qu'ils ressentent. Valentine posa le téléphone sur la table, s'assit par terre, dos au lit, et resta ainsi un moment. Ce n'était pas du désespoir. C'était ce moment spécifique où une personne réalise que le sol qu'elle croyait foulé n'existe pas et qu'elle doit en trouver un autre avant de se relever. Elle était allée voir Hélène de bonne foi. Elle avait tout répondu. Elle avait montré les photographies. Elle avait dit la vérité. Elle avait emmené Sophie sans calculer les faits. Et à un moment donné, entre le salon avec le fauteuil et cet appel, Hélène avait contacté un avocat. Ce que Valentine ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir à ce moment-là, c'est qu'Hélène n'avait pas demandé à Leclerc d'appeler. Que Leclerc avait appelé sur ordre d'Ernest, qui avait découvert la visite par le commentaire de l'employé et avait agi avant de consulter son épouse. Et qu'au même moment, quelque part dans cette maison silencieuse, Hélène Dubois était assise avec une vieille photographie de Romain enfant dans les mains, regardant ses yeux bleus, très bleus, et pensant à un bébé qui lui avait souri comme si elle la connaissait depuis toujours. Mais Valentine ne savait rien de tout cela. Elle savait seulement que le lendemain, elle avait 42 robes à livrer, que Sophie avait besoin de couches, et que le seul homme qui aurait pu résoudre tout cela avait laissé une liste inachevée dans la poche d'une veste en lin gris. Madame Colette était dans la cuisine quand Valentine arriva ce soir-là, avec Sophie endormie dans les bras et le visage de celle qui a porté quelque chose de lourd toute la journée sans se plaindre. Elle ne dit rien, prit juste Sophie avec la pratique silencieuse d'une femme qui a porté beaucoup de bébés dans sa vie. Elle la cala contre son épaule et d'un signe de tête, montra la chaise. « Asseyez-vous, je vous chauffe quelque chose. » Valentine s'assit, et à ce moment-là, dans cette petite cuisine, avec une odeur de haricots et de gaz, avec l'ampoule qui clignotait chaque fois que le camion passait dans la rue, quelque chose en elle se relâcha. Elle ne pleura pas, mais elle se relâcha. « Ils m'ont envoyé un avocat, dit-elle. » Madame Colette ne se retourna pas immédiatement. Elle continua à remuer la cuillère dans la marmite. Et que voulait l'avocat? Que je m'éloigne, que je ne les recontacte plus, que si j'avais une réclamation, je la présente par les canaux appropriés. Madame Colette servit le bouillon, le posa devant Valentine, s'assit de l'autre côté de la table avec Sophie toujours dans les bras, le bébé, la joue écrasée contre son épaule et les yeux fermés. « Et vous, qu'allez-vous faire ?» Valentine regarda le bouillon. « Je ne sais pas encore. »« Eh bien, mangez ça d'abord, » dit Madame Colette. Le reste se pense l'estomac plein. Ce que Valentine n'avait raconté à personne, pas même à Madame Colette ce soir-là, c'est que l'appel de Maître Leclerc n'était pas la seule chose qui s'était passée ce jour-là.
Ce matin-là, en arrivant à l'atelier L'Espoir, la propriétaire, une femme nommée Catherine, que tout le monde appelait Madame Catherine, l'avait attendue à la porte avec une expression que Valentine reconnut immédiatement. C'était l'expression de quelqu'un qui doit dire quelque chose d'inconfortable et qui s'est entraîné à le faire depuis le matin. « Valentine, j'ai besoin de vous parler », avait dit Madame Catherine et l'avait fait passer à l'arrière de l'atelier où il rangeait les rouleaux de tissu et où il y avait une table qui servait de bureau si nécessaire. Elle lui avait expliqué avec plus de soin que la situation ne l'exigeait que l'atelier avait reçu un appel. Elle ne sut pas dire exactement de qui, quelqu'un qui n'avait pas laissé de nom, qui avait peu parlé et beaucoup demandé, si Valentine Fournier travaillait là, depuis combien de temps, si elle avait un conflit juridique en cours. « Je lui ai dit que vous étiez une bonne ouvrière et que je ne savais rien d'aucun conflit », dit Madame Catherine. Et dans sa voix, il y avait quelque chose qui était à la fois de la loyauté et de la peur. « Mais Valentine, s'il y a quelque chose que je devrais savoir… »« Il n'y a rien, » répondit Valentine. Et c'était vrai, mais l'appel avait existé. Quelqu'un avait voulu savoir où elle travaillait, depuis combien de temps, si elle était digne de confiance. Quelqu'un avait voulu construire une image d'elle avant qu'elle ne puisse construire la sienne. Madame Catherine ne l'avait pas renvoyée. Mais il y avait quelque chose dans l'air de l'atelier ce jour-là qui se sentait différent. Les deux autres couturières, Solange et Manon, cousirent en silence toute la matinée sans faire les commentaires habituels. Le silence n'était pas hostile. C'était le silence de ceux qui ont entendu quelque chose et ne savent pas encore quoi en faire. Valentine avait cousu ses 42 robes la tête baissée et le dos droit. 3 jours plus tard, Madame Catherine la rappela à l'arrière. Cette fois, il n'y avait pas de répétition sur son visage, juste une gêne directe et quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Valentine, j'ai eu une grosse annulation, » dit-elle. Nouveauté Céleste a annulé le contrat avec l'atelier sans explication. Ils ont juste dit qu'ils allaient travailler avec un autre fournisseur. Valentine savait ce que cela signifiait. Nouveauté Céleste était le plus gros client de l'atelier. C'était celui qui payait à temps, celui qui faisait des commandes constantes, celui qui maintenait les 3 couturières à travailler de manière stable. « Et l'atelier » demanda Valentine. Madame Catherine mit une seconde. « Pour l'instant, je vais devoir réduire les heures. À 3, ce n'est pas un licenciement, Valentine. Mais combien d'heures ? La moitié. Pour l'instant. La moitié du salaire, c'était la chambre de Madame Colette, les couches de Sophie, le lait maternisé, le transport. Tout était ajusté avant. Avec la moitié, ça ne suffisait pas. » Valentine hocha la tête. Elle dit qu'elle comprenait. Elle sortit de l'atelier avec Sophie dans la poussette et marcha 4 pâtés de maison avant de s'arrêter sur un banc de la rue devant une papeterie qui avait une pancarte peinte à la main disant « Papeterie, le tournesol ». Elle resta assise là un moment. Le soleil de l'après-midi frappait les dalles du trottoir. Sophie dormait. Un homme âgé balayait l'entrée de son commerce d'en face sans se presser, avec la patience de celui qui a balayé cette même entrée des milliers de fois. Valentine sortit son téléphone, ouvrit les messages vocaux enregistrés. Ceux de Romain, elle ne les écouta pas. Elle regarda juste la liste des audios, chacun avec sa petite durée indiquée en dessous. Elle les avait écoutés tant de fois qu'elle savait déjà par cœur ce que chacun disait. Elle n'avait plus besoin de les ouvrir pour les écouter, elle les écoutait de l'intérieur. Elle ferma le téléphone, rangea le téléphone. Parlait à papa et maman de Valentine. Il avait voulu, il n'avait pas eu le temps, mais quelqu'un utilisait maintenant ce temps mort pour construire un mur. Cette même après-midi, Valentine fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de faire. Elle alla à l'église du quartier, non pas pour prier, car il y avait longtemps qu'elle ne savait plus vraiment comment faire cela, mais parce que c'était le seul endroit qu'elle connaissait où elle pouvait s'asseoir en silence, sans que personne ne lui pose de questions. C'était une petite église de quartier, avec des bancs en bois et un vitrail latéral qui, à cette heure de la journée, filtrait une lumière orangée qui tombait sur le sol en pierre en fragments irréguliers. Elle s'assit sur le dernier banc avec Sophie dans le porte-bébé, endormie contre sa poitrine. Elle ne demanda rien, ne dit rien. Elle était juste là avec le poids du bébé contre elle. Écoutant le silence spécifique de ce lieu, Sophie bougea un peu dans le porte-bébé. Elle glissa ses doigts sous le menton de Valentine, comme elle le faisait toujours quand elle dormait portée. Ce geste de s'accrocher sans s'en rendre compte, de chercher la chaleur sans savoir qu'elle la cherchait. Et Valentine pensa, sans vouloir y penser, que Romain avait le même geste. Quand il dormait à ses côtés, il cherchait toujours sa main sans se réveiller, comme si le corps savait ce que l'esprit n'avait pas encore osé dire. La lumière orangée du vitrail bougea légèrement sur le sol quand un nuage passa dehors. Valentine ne sut pas combien de temps elle resta là.
Mais quand elle sortit, quelque chose avait changé, non pas dans la situation qui restait la même, mais dans le lieu d'où elle la regardait. Le lendemain, Hélène Dubois arriva à l'atelier, l'espoir. Elle n'avait pas prévenu. Elle n'était pas accompagnée de Maître Leclerc, ni d'aucun assistant. Elle arriva seule et demanda Valentine au comptoir avec la voix de quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas le droit d'être là, mais qui vient quand même. Solange, la couturière qui était au comptoir, alla chercher Valentine à l'arrière avec une expression qui mélangeait curiosité et alarme à parts égales. Valentine sortit, vit Hélène, ne dit rien pendant un instant. Les deux femmes se regardèrent dans ce petit local qui sentait le tissu et le fil, avec le bruit des machines en fond, avec Solange et Manon feignant de coudre, mais les oreilles complètement ouvertes. « Que faites-vous ici ?» dit Valentine finalement. Ce n'était pas de l'agression, c'était une vraie question. « Ernest ne sait pas que je suis ici », dit Hélène. Et cette phrase seule était une confession de beaucoup de choses. Valentine attendit. « J'ai vu ce qu'ils vous ont fait », continua Hélène, et elle baissa légèrement la voix. « L'appel à l'atelier. Ce n'était pas moi, c'était lui. Je veux que vous le sachiez. »« Et ça change quelque chose ?» demanda Valentine. Hélène ouvrit la bouche, la referma. C'était la première fois, depuis que Valentine la connaissait, qu'elle la voyait sans réponse préparée. « J'ai apporté quelque chose », dit-elle finalement. Elle sortit une enveloppe de son sac, la posa sur le comptoir entre elles deux. Valentine la regarda sans la toucher. « Ce sont des photographies », dit Hélène. « De Romain, quand il était bébé. » Valentine leva les yeux vers elle. « Je ne les ai pas apportés comme preuve de quoi que ce soit », précisa Hélène. Et dans sa voix, il y avait quelque chose qui demandait un effort, comme une porte qui est restée fermée longtemps. « Je les ai apportés parce que je n'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai regardé de vieux albums, et j'ai trouvé une photo de Romain à 8 mois. » Elle s'arrêta. « C'est le même visage, Valentine. » Ce fut la première fois qu'Hélène l'appela par son prénom. Le bruit des machines continua. Solange s'éclaircit légèrement la gorge. Manon arrêta de feindre de coudre. Valentine prit l'enveloppe, l'ouvrit lentement, en sortit les photographies, et là, elle était. Un bébé de 8 mois avec des yeux bleus, la bouche ouverte dans un sourire édenté, la main droite levée comme pour indiquer quelque chose hors du cadre. C'était Sophie. C'était exactement Sophie, sauf que la photographie avait des décennies et que le bébé était Romain. Valentine sentit quelque chose bouger au centre de sa poitrine. Elle ne le laissa pas paraître, mais Hélène le vit de toute façon. Elle le vit dans la manière dont les doigts de Valentine se tendirent légèrement sur le bord de la photographie. « Ernest va intenter une action en justice », dit Hélène à voix très basse, pour empêcher toute réclamation avant que vous ne puissiez la faire. « Il a rendez-vous avec Maître Leclerc demain. » Valentine leva les yeux. « Vous avez jusqu'à demain, » dit Hélène, et elle ajouta d'une voix qui semblait lui coûter plus qu'elle ne le montrait. « Je ne peux pas l'arrêter, mais je voulais que vous le sachiez. » Elle fit demi-tour, marcha vers la porte, et avant de sortir, elle s'arrêta une seconde, la main sur le cadre, sans se retourner. « La petite a son sourire, » dit-elle. « Exactement le même. » Elle sortit. L'atelier resta silencieux. Les machines s'étaient arrêtées. Personne ne se souvenait de les avoir éteintes. Solange et Manon regardaient Valentine sans dissimulation, les yeux ouverts et la respiration contenue. Valentine avait la photographie de Romain bébé dans la main, et quelque part dans ce même bâtiment, dans son berceau prêté, Sophie dormait les poings serrés et les yeux bleus derrière les paupières, identique sans le savoir à un homme qui avait voulu dire quelque chose et n'avait pas eu le temps. La plainte arrivait le lendemain et Valentine avait une nuit. Cette nuit-là, Valentine ne dormit pas. Ce n'était pas par manque de fatigue. Son corps était épuisé d'une manière qui allait au-delà du travail physique. Cet épuisement qui vient de porter des décisions qui ne devraient pas être celles d'une seule personne. Sophie dormait dans son berceau avec la sérénité absolue des bébés, qui ne savent pas encore que le monde peut être injuste. Valentine la regardait du bord de son lit et pensait que cela, cette ignorance tranquille, était la chose la plus précieuse qu'elle devait protéger. Sur la table se trouvèrent les photographies de Romain bébé. Elle les avait alignées sans s'en rendre compte. 3 photos en ligne, comme si les ordonner était une façon d'ordonner aussi ce qu'elle ressentait. Sur la première, Romain avait peu, être 4 mois, allongé sur le dos, les bras ouverts. Sur la deuxième, quelques mois plus tard, assis avec de l'aide, regardant quelque chose hors du cadre, avec une expression de concentration sérieuse que Valentine avait vue chez Sophie cette même semaine. Sur la troisième, celle qu'Hélène avait mentionnée, 8 mois, souriant sans dents, la main droite levée. Valentine prit cette troisième photo et la tint à la hauteur de son visage. Puis elle tourna la tête vers le berceau, où Sophie dormait. Elle n'avait pas besoin de comparer, elle le savait déjà.
Mais le voir ainsi, en silence dans cette petite chambre à 3 heures du matin, était différent de le savoir de manière abstraite. C'était une certitude qui entrait par les yeux et restait quelque part dans le corps où les mots ne suffisent pas. Elle posa la photo sur la table. Elle avait une nuit et une décision. La première option était de ne rien faire, de laisser Ernest présenter la plainte, d'attendre que le processus légal suive son cours, de chercher des conseils juridiques, même si elle n'avait pas d'argent pour un avocat. Il existait des institutions publiques qui offraient une orientation gratuite. Ce serait lent, ce serait épuisant. Et pendant ce temps, Sophie grandirait sans que personne du côté de son père ne la connaisse, sans histoire, sans visage, sans nom qui la relie à quelque chose de plus grand que cette chambre louée. La deuxième option était d'utiliser le carnet. C'était ce qu'elle avait évité de penser directement, car y penser directement signifiait reconnaître ce que cela impliquait. Le carnet était à Romain, c'était son écriture, sa liste. Son intention, la porter à Hélène, ou pire, l'utiliser de manière publique. Elle avait l'impression d'ouvrir quelque chose qu'il avait laissé fermé, de parler pour quelqu'un qui ne pouvait plus se défendre ni s'expliquer. Avait-elle le droit de faire cela? Elle se leva, alla à la fenêtre. La rue était vide à cette heure, seul un chien traversait lentement sous le lampadaire du coin comme s'il avait tout le temps du monde. Elle pensa à Romain, non pas au Romain qu'il avait aimé. Celui-là, elle le connaissait bien. Elle pensa au Romain qui avait eu peur, celui qui avait écrit cette liste et n'avait pas sorti le carnet de sa poche. Celui qui avait dit « un jour, trop de fois ». Qu'aurait-il voulu maintenant? La réponse vint sans dramaturgie, presque ennuyeuse de tant d'évidence. Il aurait voulu que Sophie ait ce qu'il n'avait pas eu le courage de lui donner de son vivant. Valentine alla au placard, sortit le sac, sortit la veste, sortit le carnet, le tint dans ses mains un instant, puis le mit dans son sac à main avec les photographies. Le lendemain matin, avant d'amener Sophie chez Madame Colette, Valentine appela Hélène. Cela sonna une fois. « Allô ?» La voix d'Hélène avait le ton de quelqu'un qui n'avait pas dormi non plus. « J'ai besoin de vous voir avant qu'Ernest n'aille voir Maître Leclerc, » dit Valentine. « J'ai quelque chose qui appartient à votre famille. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un accord. C'est quelque chose que vous avez besoin de voir. » Bref, silence. « Venez à 9 heures, dit Hélène. Ernest sort à 10 heures. Madame Colette ouvrit la porte en robe de chambre, les cheveux défaits et les lunettes sur le nez, ce qui signifiait qu'elle lisait déjà bien qu'il soit tôt. Valentine lui tendit Sophie sans beaucoup d'explications, et Madame Colette la reçut avec sa naturelle habituelle. Mais ensuite elle regarda Valentine, le sac serré contre son corps, la mâchoire ferme, et dit « Où allez-vous » ? « Résoudre quelque chose. » Madame Colette regarda Sophie. Puis elle regarda de nouveau Valentine. « Voulez-vous que je vous accompagne ?» C'était la première fois qu'elle le proposait. Valentine sentit le poids de cette offre, ce qui signifiait que Madame Colette avait compris plus que ce que Valentine lui avait raconté, qu'elle avait observé, et s'était tue avec la discrétion de celle qui respecte sans envahir. « Non, » dit Valentine, « mais merci. » Madame Colette hocha la tête, et quand Valentine descendait déjà les escaliers, elle l'entendit dire à voix basse, presque pour Sophie plus que pour elle, « Que ça se passe bien, ma fille. » « Ma fille. » Madame Colette ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant. Valentine continua de descendre sans se retourner, car si elle se retournait, elle ne pourrait pas continuer. Hélène la reçut seule dans le salon habituel, mais quelque chose avait changé dans ce salon depuis la première fois. Ou peu, être était-ce Valentine, qui avait changé sa façon de le voir. Les mêmes murs, les mêmes meubles, le même silence de maison sans enfants, mais cette fois ce silence se sentait comme quelque chose qui attendait. Valentine s'assit, posa son sac à main sur ses genoux, ne sortit rien encore. « Avant de vous montrer ce que j'ai apporté, dit-elle, j'ai besoin de vous demander quelque chose. » Hélène attendit. « Croyez-vous que Romain m'aimait ?» La question tomba dans l'air du salon comme quelque chose qui pèse plus qu'il n'y paraît. Hélène cligna des yeux. C'était la dernière question qu'elle attendait. « Je ne sais pas, » dit-elle finalement avec une honnêteté qui lui coûta quelque chose. « Je ne savais pas que vous existiez. Je sais, mais maintenant que vous savez, croyez-vous que c'était possible ?» Hélène hésita. Ses mains croisées sur ses genoux se tendirent légèrement. « Romain, » dit-elle lentement. C'était un homme qui aimait beaucoup et qui disait peu. Depuis l'enfance, elle fit une pause. Il était capable de porter quelque chose d'important en silence pendant des mois avant de trouver comment le dire. Valentine ouvrit son sac à main, sortit le carnet, le posa sur la table basse entre elles deux. « Je l'ai trouvé dans la poche intérieure d'une veste qu'il a oubliée à l'atelier où je travaille, » dit-elle. « Je ne l'ai ouvert que récemment. » Hélène regarda le carnet sans le toucher. « La dernière page utilisée, » dit Valentine. Hélène tendit la main,
prit le carnet avec le soin de quelqu'un qui touche quelque chose qui pourrait se briser, l'ouvrit à la dernière page écrite. Valentine la vit lire. Elle vit le moment exact où les yeux d'Hélène trouvèrent le premier point de la liste. Elle vit comment la respiration de la femme changea. Pas un cri, pas un pleur immédiat, mais cette petite contraction de la poitrine qui précède tout le reste. Hélène lut la ligne 3 fois. Valentine l'escompta. Puis Hélène referma lentement le carnet. Elle le tint dans ses mains comme Valentine l'avait tenu la nuit précédente avec ce poids spécifique des choses qui ne peuvent plus être remises à leur place. « Pourquoi m'apportez-vous ceci ?» demanda Hélène. Et sa voix était différente. Ce n'était pas la voix du cimetière ni celle de l'interrogatoire. C'était une voix sans masque. « Parce que c'est de votre famille », dit Valentine. « Et parce que Sophie mérite que quelqu'un d'autre que moi sache que son père l'aimait avant qu'elle ne naisse. » Hélène leva les yeux et à ce moment, la porte principale s'ouvrit. Ernest entra dans le salon, son veston sur le dos et les clés à la main, prêt à sortir, et s'arrêta net en voyant Valentine assise devant son épouse. Le silence qui suivit avait une température. « Que fait-elle ici ?» dit Ernest. Et sa voix était celle d'un homme qui a décidé quelque chose et ne s'attendait pas à rencontrer un obstacle au dernier moment. « Assieds-toi, Ernest, » dit Hélène. « J'ai une réunion. Assieds-toi. » Ce n'était pas un cri. C'était quelque chose de plus difficile à ignorer qu'un cri. C'était le ton d'une femme qui s'était tue trop longtemps et qui avait trouvé l'endroit exact où ce silence prenait fin. Ernest la regarda. Il regarda Valentine. Il regarda le carnet dans les mains de son épouse. Il s'assit. Hélène posa le carnet sur la table devant lui, ouvert à la dernière page. « Lis », dit-elle à Ernest. Il lut. Sa mâchoire se tendit. Ses yeux parcoururent la ligne une fois, puis une autre. Ses mains plates sur ses genoux ne bougèrent pas. « Cela ne prouve rien », dit-il finalement. « N'importe qui peut. C'est l'écriture de Romain, » l'interrompit Hélène. Et dans sa voix, il n'y avait pas de rage, mais quelque chose de plus écrasant. Une certitude absolument tranquille. « Tu as 40 ans à voir cette écriture. Ne me dis pas que tu ne la reconnais pas. » Ernest ferma la bouche. Valentine ne dit rien. Ce n'était pas son moment de parler. Elle le comprit avec une clarté que personne ne lui avait enseignée. C'était le moment d'Hélène. C'était le moment d'un mariage résolvant quelque chose qui devait se résoudre seul. « Tu as fait appeler son travail », dit Hélène en regardant son époux. Ce n'était pas une question. Ernest ne répondit pas. « Tu as fait annuler le contrat de l'atelier où elle travaille. » Silence. « Pourquoi, Ernest ? Pourquoi as-tu fait ça à une jeune femme qui travaille pour sa fille ? » « Pour protéger la famille, » dit Ernest. Et sa voix avait la fragilité spécifique des arguments qui ne tiennent plus, mais que leur propriétaire ne sait pas encore comment lâcher. « Quelle famille ?» demanda Hélène. « Romain est mort. Cet enfant est la seule chose qui reste de lui. » Elle s'arrêta, et ce qui suivit lui coûta plus que tout le reste. « Et je l'ai su depuis le cimetière. Depuis que je l'ai vu sourire, je l'ai su, et j'ai eu peur de le savoir. » Valentine regarda Hélène à ce moment-là, et vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Non pas la matriarche, non pas la femme à la posture rigide qui l'avait humiliée devant des tombes étrangères. Elle vit une mère qui avait perdu son fils et qui regardait pour la première fois avec les yeux complètement ouverts, la seule porte qui ne s'était pas encore fermée. Ernest se leva, marcha vers la fenêtre, resta dos aux deux femmes. Le silence dura longtemps. Dehors, dans le jardin, un oiseau chanta 2 fois et s'arrêta. « Que voulez-vous de nous ?» dit Ernest finalement, sans se retourner, et la question était adressée à Valentine, bien que ses yeux fussent toujours fixés sur la fenêtre. Valentine pensa à la réponse qu'elle pourrait donner. Elle pensa au salaire réduit, à la chambre louée, aux couches et au lait maternisé, et aux lampadaires de la rue qu'elle voyait de sa fenêtre à 3 heures du matin. Elle pensa à tout ce qu'il serait juste de demander et dit « Que Sophie sache qui était son père. » Ernest ne bougea pas. Hélène ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, il y avait quelque chose sur son visage qui était difficile à nommer, mais que les femmes d'un certain âge reconnaissent immédiatement. C'était le visage de quelqu'un qui vient de comprendre qu'elle était sur le point de commettre une erreur dont elle ne serait pas revenue. Elle se leva, marcha vers Valentine, s'arrêta devant elle, et dit d'une voix qui ne demandait pas pardon avec des mots parce que les mots étaient insuffisants. « Puis-je la connaître ?» Valentine la regarda. Elle chercha dans cette question un piège, un calcul, un angle qu'elle n'aurait pas vu. Elle n'en trouva aucun. Elle trouva seulement une grand-mère qui n'avait pas encore ce nom, mais qui l'était déjà depuis le cimetière, depuis le premier sourire, avant d'être prête à le savoir. « Demain, » dit Valentine. « Je la porte demain. » Elle ramassa son sac, se leva, et avant de sortir,
Elle s'arrêta sur le seuil du salon et dit, sans se retourner complètement, d'une voix calme de celle qui n'a plus besoin d'être crue, parce que la vérité se suffit à elle-même. Romain ne m'a pas caché par honte de moi. Il m'a caché parce qu'il avait peur de vous. Ça aussi, c'est dans le carnet. Entre les lignes, lisez bien. Elle sortit derrière elle. Dans ce salon silencieux, Ernest était toujours debout devant la fenêtre, et Hélène Dubois avait le carnet de son fils mort, ouvert sur les genoux, lisant une écriture qu'elle connaissait par cœur, cherchant entre les lignes ce qu'un fils n'avait pas su leur dire de son vivant. Valentine arriva à la maison des Dubois le lendemain avec Sophie dans le porte-bébé et Madame Colette à ses côtés. Elle n'avait pas prévu d'amener Madame Colette, mais quand elle descendit les escaliers le matin avec Sophie prête, la dame l'attendait à la porte avec son sac au bras et l'expression de celle qui n'a pas besoin d'être invitée, car elle a déjà décidé d'y aller. « Vous n'y allez pas seule, » dit Madame Colette. Et il n'y eut pas de discussion. Valentine ne dit rien, ouvrit juste la porte de la rue et les deux sortirent ensemble. Hélène les reçut à l'entrée, pas dans le salon habituel. À l'entrée, ce qui était différent, c'était le geste de celle qui ouvre la porte avant qu'on ne frappe, de celle qui attendait à proximité. Ses yeux allèrent directement à Sophie. Le bébé était éveillé, avec cette attention tranquille de celle qui observe le monde comme un inventaire personnel. Elle portait ses petits vêtements roses, les mêmes que le jour du cimetière. Oui, parce que c'était ceux qui lui allaient le mieux. Et Valentine les avait lavés la veille au soir, avec ce soin spécifique que l'on met dans les choses qui comptent, même si personne d'autre ne le remarque. Hélène tendit les bras. Ce fut un geste instinctif, sans calcul, sans protocole. Les bras d'une femme qui pendant des mois avait eu cet espace exact vide et qui le voyait maintenant rempli devant elle, sans savoir encore si elle avait la permission de le remplir. Valentine regarda ses bras tendus, regarda Hélène, et prit une décision qui lui coûta quelque chose de réel. Pas de drame, pas de grandeur, mais le coup véritable de lâcher quelqu'un que l'on a porté seul depuis le début. Elle prit Sophie du porte-bébé et la mit dans les bras d'Hélène. Sophie ne pleura pas, ne fut pas effrayée. Elle regarda Hélène avec cette concentration sérieuse qu'elle avait quand quelque chose lui semblait important, puis, de la main droite, la même main que sur la photographie, elle lui toucha la joue. Hélène ferma les yeux. Madame Colette, debout derrière Valentine, inspira profondément et regarda ailleurs. Ernest était dans le salon. Il n'était pas assis en posture de recevoir des visites. Il était assis comme un homme qui a passé la nuit avec quelque chose de lourd et ne sait toujours pas où le mettre. Le veston de la veille était accroché au dossier de la chaise. Il avait les coudes sur les genoux et les mains croisées. Et quand Valentine entra avec Hélène, qui portait Sophie, il leva les yeux avec une expression qui n'était pas celle de l'homme qui avait ordonné des appels aux ateliers et des réunions avec des avocats. C'était l'expression de quelqu'un qui s'est vu dans un miroir qui ne lui a pas plu. Valentine s'assit devant lui. Madame Colette resta debout près de la porte, discrète, mais présente, témoin sans l'être officiellement, ce qui est la façon la plus honnête de l'être. Ernest regarda Sophie dans les bras de son épouse. Le bébé le regarda en retour, et alors Sophie fit quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui n'avait pas d'explication raisonnable, et qui, pourtant, arriva avec la naturelle des choses qui sont simplement. Elle leva le bras droit et désigna Ernest. Pas la fenêtre, pas la lampe, pas un objet brillant comme le font les bébés quand quelque chose attire leur attention. Directement vers lui, le bras tendu et l'index pointant, comme pour désigner quelque chose qu'elle reconnaît. C'était exactement le geste de la photographie. Le même bras, le même angle, la même certitude sans mots d'un bébé de 8 mois qui ne sait pas qu'il est en train de fendre quelque chose en deux. Ernest resta complètement immobile. Hélène émit un petit son. Ce n'était pas encore des pleurs, c'était le son précédant les pleurs, quand le corps sait déjà. Mais l'esprit est encore en train de traiter. Madame Colette porta la main à sa bouche. Valentine ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle avait appris, durant ces mois passés à porter seule, qu'il y a des moments où les mots sont le plus grand des obstacles. Ernest se leva lentement, marcha vers Hélène, s'arrêta devant elle, devant le bébé. Ses mains, qui la veille avaient tenu des clés et des arguments, et la certitude d'un homme qui croit que protéger signifie contrôler, étaient maintenant ouvertes sur les côtés, vides, sans but fixe. Il tendit un doigt, un seul, avec la précaution maladroite de celui qui n'a pas porté de bébé souvent vers la main de Sophie. Sophie serra ses petits doigts autour de ce doigt. Ernest baissa la tête. Ce ne fut pas un effondrement, ce ne fut pas une scène de larmes dramatique, ce fut quelque chose de plus difficile à voir. Ce fut le moment où un homme fier se replie sur lui-même, sans que personne ne le voie tomber, avec la seule dignité qui lui reste.
celle de ne pas feindre que ça ne lui fait pas mal. Ses épaules montèrent une fois, une seule. Hélène posa sa main libre sur le bras de son époux sans rien dire. Un temps que personne ne mesura pas ça. Puis Ernest leva la tête, se tourna vers Valentine et dit d'une voix qui sonnait comme quelque chose qui a été beaucoup poncé avant d'être aussi plat. Ce que j'ai fait était mal. Ce n'étaient pas des excuses construites, c'était une affirmation. La différence importait. Valentine le regarda. Ce que je vous ai fait était mal, répéta-t-il plus clairement. L'appel à l'atelier, le contrat, l'avocat. Il fit une pause. J'ai eu peur. Cela ne le justifie pas. Valentine pensa aux nuits avec le salaire réduit. Elle pensa aux 42 robes cousues avec le cœur divisé entre l'aiguille et l'incertitude. Elle pensa aux lampadaires de la rue à 3 heures du matin et à la liste de Romain et au bouillon de Madame Colette et à tous les petits moments où elle avait dû choisir de continuer sans que personne ne la voie choisir. « Je ne suis pas venue chercher ce que vous m'avez enlevé, dit-elle. Finalement, je suis venue pour ce dont Sophie a besoin et que je ne peux pas lui donner seule. » Ernest hocha la tête une fois, lentement. « Le contrat de nouveauté céleste, dit-il. Je vais le rétablir cette semaine, personnellement. Ce n'est pas nécessaire. » Si, ça l'est, l'interrompit-il. Et dans cette interruption, il y avait quelque chose qui était le contraire de toutes les interruptions précédentes. Pour moi, si. Valentine ne répondit pas. Accepter n'était pas une faiblesse. Parfois, accepter, c'était simplement laisser quelqu'un faire la seule chose qu'il pouvait faire pour ne plus être celui qu'il avait été. Hélène continuait de porter Sophie, et alors, il se passa quelque chose qui était petit et qui, en même temps, était tout. Hélène commença à bouger légèrement. Ce balancement inconscient que font les corps quand ils portent un bébé, ce rythme qui ne s'apprend pas, mais qui apparaît seul, comme si le corps se souvenait de quelque chose d'antérieur à la mémoire. Et Sophie, qui regardait le salon depuis un moment avec son inventaire personnel de choses importantes, tourna son visage vers le cou d'Hélène et y posa sa joue. Juste cela, la joue, le petit poids d'une tête de 8 mois, reposant sur le cou d'une femme qui n'avait pas encore le nom qu'elle était déjà. Hélène ferma les yeux et continua de se balancer. Madame Colette laissa échapper un long soupir de sa place près de la porte. Le soupir de quelqu'un qui a beaucoup vu dans la vie et sait reconnaître le moment exact où quelque chose qui était cassé trouve le moyen de ne plus l'être tout à fait. Valentine les regarda tous. Ernest avec le doigt encore tiède de la prise de Sophie, Hélène les yeux fermés et le bébé sur son cou. Madame Colette qui était venue sans y être invitée, parce que parfois les personnes qui prennent soin de nous savent avant nous quand nous avons besoin que quelqu'un nous voie. Et elle pensa à Romain, à la liste, au un jour qui n'était pas arrivé à temps, mais qui, d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer, était arrivé de toute façon, non pas comme il l'avait imaginé, pas propre ni parfait ni sans coup, mais il était arrivé. Elles sortirent quand le soir commençait à tomber. Hélène accompagna Valentine jusqu'à l'entrée avec Sophie toujours dans les bras, sans se presser de la rendre. Et Valentine laissa faire cela un instant de plus avant de prendre sa fille, sans ressentir. Sur le seuil de la porte, le même seuil par où Valentine était passée la première fois, sans savoir si elle avait le droit d'être là. Hélène mit Sophie dans ses bras avec le soin de celle qui rend quelque chose de précieux, qui sait que cela ne lui appartient pas, mais qui fait déjà partie d'elle. Et alors, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle posa sa main sur la joue de Valentine, non pas comme un geste de pardon, non pas comme un geste de bienvenue, mais avec la même naturelle silencieuse avec laquelle les mères touchent les visages des personnes qui aiment leurs enfants. Valentine ne bougea pas, ne dit rien. Hélène non plus. Madame Colette, 3 pas en arrière, regardait la rue les yeux brillants et la bouche fermée. Elles reprirent le chemin par le même trottoir bordé de grands arbres. Madame Colette marchait à ses côtés avec son sac au bras et les palans de celle qui n'est pas pressée parce qu'elle sait que l'important est déjà passé. Sophie était dans le porte-bébé, la joue appuyée contre la poitrine de Valentine, les yeux mi-clos avec cette somnolence de fin d'après-midi. Valentine pensa au cimetière, à la voix d'Hélène coupant l'air. Que fait une inconnue en pleurant sur la tombe de mon fils? Et elle pensa qu'aujourd'hui, sur ce même seuil, cette même femme lui avait touché le visage. Non pas avec des mots, non pas avec des documents, non pas avec rien qui puisse être archivé ou signé. Avec la main, juste avec la main, elle continua de marcher. Les arbres du trottoir bougeaient lentement leurs branches avec le vent du soir et la lumière entre les feuilles tombait en fragments sur le pavé. Pareil, pensa Valentine sans vouloir y penser, à la lumière du vitrail de la petite église de quartier, quand elle s'était assise là sans rien demander et sans savoir encore qu'elle n'avait pas besoin de demander,
Sophie soupira dans le porte-bébé. Ce soupir doux, complet, de celle qui dort sans peur. Valentine posa sa main sur le dos de sa fille et continua de marcher. Parfois, l'amour que quelqu'un n'a pas su donner, son enfant finit par le donner.